Kirlotti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 21. Vendredi 25 janvier. Le temple du renard devient depuis quelques jours un de mes lieux de pèlerinage favoris. Un chemin d'ombre verte dans un repli de montagne vous y conduit en grimpant comme un escalier au bord d'une petite cascade alerte et glacée. Il y a 15 ans, j'avais pu vivre tout un été à Nagasaki sans le connaître. Et je ne l'aurais pas découvert, cette fois non plus, sans les emblèmes religieux échelonnés à diverses hauteurs parmi les branches, le long du sentier presque clandestin. Ces emblèmes sont des renards blancs, assis sur des socles, des renards fantastiques, bien entendu, des renards déformés par l'imagination japonaise et traduits sous les traits de maigres bêtes aux oreilles de chauve-souris, montrant les dents avec de ces rires à ne pas regarder, comme on les têtes de mort. Ou bien ce sont de frêles portiques de menuiserie peints en rouge et couverts d'inscriptions noires, parfois espacées au hasard, ailleurs si rapprochés qu'ils forment une sorte de voûte rougeâtre, sous l'autre voûte si verte défeuillée. Quelques maisonnettes s'étagent, aussi, sur le parcours humble boutique de baguettes d'encens pour le temple, de bonbons pour les enfants qui montent en pèlerinage, ou de petits renards en plâtre, longs comme le doigt, mais taillés sur le modèle de ceux de la route et montrant l'affreux rictus qui convient. Partout, des branches retombantes, des mousses, des fougères, de beaux mandariniers garnis de leurs fruits d'or qui achèvent lentement de mûrir au soleil hivernal. Des roches polies arrondies par le temps que d'imperceptibles lichens ont marbré à l'ombre de nuances douces et rares, des verts cendrés, des gris passantes au rose, et ça et là, posés sur quelques vieilles pierres, debout, un temple en miniature, de la taille d'un théâtre de Guignol, très vieux lui aussi, très fruste, mais ayant ses emblèmes énigmatiques, ses renards blancs et ses bouquets de riz apportés en offrande.
La cascade, le plus souvent cachée dans des fissures profondes, vous accompagne de sa grêle musique, tandis qu'on s'élève sous l'air amur, par le sentier ardu ou par les marches usées. Enfin, le temple lui-même apparaît, en avant d'un rideau de grands arbres. Un assez petit temple, mais si étrange, tout ouvert comme un hangar très simple, ainsi que tous les sanctuaires de ce Dieu-là, et dépourvu d'aucune idole de forme humaine. Il est en bois, sans doute ancien, mais d'un âge indéfinissable, tant l'on a bien entretenu, tant sont soigneusement lavés ses panneaux et ses colonnes. Au milieu descend du plafond, comme un lustre, un énorme grelot, également en bois, sur quoi les fidèles frappent dès l'arrivée, et c'est pour que le Dieu en train peut-être de flâner parmi les nuages soit averti qu'on est là, que l'on demande audience. Alentour, les hommes ont arrangé cette nature déjà presque trop jolie par elle-même en quelque chose de plus joli encore, de plus compliqué surtout, ajoutant des rocailles aux rochers, créant des petits ruisseaux pour y jeter des ponts, les herbes très délicates, les mousses toutes exquises, flore sauvage d'ici, apportent leur charme intime à ces arrangements qui ne seraient guère que prétentieux chez nous. Par ailleurs, ce temple, ces objets symboliques, déroutant de simplicité bizarre, que l'on aperçoit au fond sur l'autel, imprègne le jardin des airs d'on ne sait quelle transcendante et indicible japonnerie. Et au-dessus de tout cela se dresse la montagne avec ses fourrés de verdure. Juste en face du sanctuaire, une maison de thé, gentille et vieillotte, se dissimule à moitié dans les arbres. On y accède par un arceau en granit feutré de lichen qui enjambe un torrent et près duquel, dans une vaste cage de grues blanches à huppes rouges de la grande espèce, se tiennent immobiles, pensionnaires sacrés du temple. Il va sans dire, mais très mélancolique, captif.
la propriétaire de cette maison de thé, plutôt modeste et peu achalandée, s'appelle Madame la Cigogne. Bien que cette dame compte sans doute une dizaine de printemps de moins que Madame Prune, elle est d'une maturité incontestable, mais n'a point abdiqué encore, et j'arrive, de jour en jour, à me convaincre que le temps lui a laissé à elle aussi quelques attraits. Sitôt qu'elle m'aperçoit, à l'orée du sentier vert, Madame la Cigogne se prosterne et affecte une expression d'extase qui semble dire: en croirais-je mes yeux, quelle faveur inespérée le ciel m'envoie. Je me fais un devoir de saluer fort civilement, à mon tour, avant de prendre place sur les nattes blanches devant la petite véranda enguirlandée de plantes qui s'étiolent à l'ombre de tant d'arbres, où languissamment fleurissent quelques pâles roses d'hiver. Madame la Cigogne, après de nouvelles révérences, me présente aussitôt la chatte de la maison que j'honore de mon amitié, une certaine mademoiselle Sato, jeune personne de 6 mois, à fourrure grise, qui a conservé l'humeur folâtre de l'enfance. Ensuite vient ma tasse de thé, sucré toujours, à point. Et puis les bonbons que j'aime, et de fines baguettes de bois pour les saisir. À part quelques pèlerins qui viennent se restaurer ici, après des génuflexions, des exercices religieux trop prolongés dans le temple, je suis presque toujours le seul client de cette dame, ce qui favorise entre nous de longs tête à tête. Dans le sentier voisin, personne non plus, personne ne passe, et si ce n'est de temps à autre quelques marchands athlétiques et demi-nus qui redescendent, portant à l'épaule au bout d'un bâton des seaux en bois remplis aux sources claires de la montagne. On entend d'autres bruits que celui des petites cascades perlées, dégringolant sous les herbes, ou bien c'est dans les branches le remuement discret des oiseaux attristés par ce que le soleil de janvier reste incolore. Le lieu est paisible, étrange et ignoré. On y respire la senteur des feuilles mortes
et de la terre humide. Malgré la présence enjouée de cette dame, on s'imprègne ici, dans le silence, de la japonnerie spéciale qui émane du temple aux lignes simples et qui est une japonnerie haute et sereine. On sent comme des esprits, des essences très inconnues rôder sous les fûts et dormir au fond des grosses pierres aux têtes rondes. Et la tombée du soir vous apporte dans ce recoin du Japon une petite terreur charmante dont on cherche en vain le sens introuvable. En quittant cette maison de thé, je continue souvent de suivre le sentier qui monte jusqu'à l'instant où il finit dans la brousse. Sur des pierres moussues émergent du sol encore 2 ou 3 de ces vieux temples pour poupées, inquiétants à rencontrer malgré leur petitesse de jouets d'enfants. Mais les fougères, les racines deviennent de plus en plus souveraines dans la nuit verte qui s'épaissit, où les boutons des camélias sauvages, en retard sur ceux des jardins d'en bas, commencent à peine à rougir. Pour être tout à fait franc vis-à-vis de moi-même, je suis forcé de m'avouer que me voici un peu en coquetterie avec Madame la cigogne.